coup, j'ai demandé le code NEF parce qu'il ne l'avait pas mis dans le livret. Et puis Clévis nous a rejoint. Alors, ah bah voilà. Voilà, après. Bonjour Cédric, tu vas bien? Ben, ça va, impeccable de cette chaleur. Bah oui, oui, tu vois, je suis tout rouge moi. Bon, je vois que ta connexion est un petit peu mieux que lors de notre essai cette semaine. Ah bonjour au champagne JM Gaulard, Damien certainement derrière, entre autres. Olivier Carlier du 02 nous a rejoint également. Alors, pendant que l'on parle, Etna nous a rejoint également. Au fur et à mesure que l'on parle, tu vas voir, il y a des gens qui vont peut-être se joindre à notre discussion, à notre live. De toute façon, c'est un échange, hein. Benjamin Oui. Demoulin également nous a rejoint. Voilà, FSI Caviste. Bravo de nous rejoindre. Nous allons commencer donc dans quelques instants. Il va être 18h30. Voilà, donc c'est très bien. Bah, je vois que tu es en bonne compagnie, hein. Tu as des verres derrière toi. Tu as tout ce qu'il Voilà. faut. Alors par contre, on t'entend pas trop fort. Ah, Ouais, il faudra que tu mettes ton son peut-être au maximum ou avancer peut-être un petit peu, je sais pas. ça va mieux là? Oui, ça va mieux. Ou sinon, tu parles, Parle tu plus parles fort. façon opéra, hein. Ok. Benjamin Dumoulin nous a rejoint également. Très bien. Donc je sais pas, c'est vrai, il est presque 18h30. Moi, je te propose de commencer. Pas de souci. Voilà, Monsieur Bernot nous a rejoint également. Donc bienvenue pour ce cinquième live Instagram des Champagnes indépendants, donc les vignerons indépendants de Champagne, donc qui sont à peu près 400, hein, que vous reconnaissez justement, nous voyons derrière Cédric Guyot, que je vais bientôt introduire dans le live, le petit logo donc du vigneron qui porte son fût, sa production, donc le logo des vignerons indépendants, et en Champagne nous avons également une fédération, les vignerons indépendants de Champagne, donc qui travaillent leur vigne, qui travaillent leur vin, donc et qui s'occupent également de vendre leur champagne avec toute la passion qu'on leur connaît. Et Cédric, justement, va nous faire part de toute sa passion euh, pour élaborer son champagne. Alors, il fait très beau aujourd'hui en Champagne, hein, je pense qu'il doit faire dans les 34 degrés. Moi, je me suis habillé d'un rouge puisque nous allons déguster dans un quart d'heure à peu près une magnifique cuvée de champagne rosé, un peu particulière, que Cédric va nous présenter. Et donc, bah, écoute, je propose que tu nous présentes un petit peu ton domaine, son historique. Moi, je présenterai un petit peu le terroir pour vous donner des petites informations, des petites anecdotes pour bien comprendre ce terroir de Fontaine-Denis-Nuisy que nous allons donc proposer ce soir avec Cédric Guyot. Voilà, donc bienvenue à tous. Et puis, ben, je vous propose de lancer ce cinquième live des champagnes indépendants. Alors, je n'ai pas de clap, alors je vais le faire avec les mains, comme ça, hein. C'est Voilà. parti. Donc, bonjour Cédric Guyot. Donc, tu es vigneron dans la côte de Cézanne, le Cézannais, donc au sud d'Épernay, hein, tout le monde connaît, je pense, le secteur, pas très loin de Paris en plus. Cédric Guyot, donc à Fontaine-Denis-Nuisy, bah, écoute, je te laisse la parole pour nous présenter un peu ton domaine, son historique, et puis un petit peu bah, où est-ce que tu travailles exactement. Oui, donc voilà, je suis moi-même Cédric Guyot, une exploitation familiale depuis 3 générations à Fontaine-Denis. C'est à peu près en 5 hectares 60 au niveau du vignoble familial, moitié-moitié Pinot Noir et Chardonnay. Voilà, on est situé sur les communes de Beton, Fontaine-Denis, Barbonne-Fayel et La Selle-sous-Chantemerle. C'est à 4 kilomètres à la ronde de Fontaine-Denis en gros. C'est vraiment très très local. C'est, on est à 50% Chardonnay Pinot Noir. Ça, je l'ai déjà dit. On va parler un petit peu de l'histoire. C'est le Cézanne, Oui, c'est oui, les années 60-70 où on replante le vignoble. Donc, ça a commencé par mes arrière-grands-parents et mes grands-parents qui ont replanté le vignoble gentiment.
Mes grands-parents ensuite donc les années 60, 65 pardon, dans les années 65. Les années 70, mes parents ont été en âge de pouvoir reprendre certaines terres et de pouvoir les replanter également. 60, donc 80, dans les années 80, donc c'est mes grands-parents ont vendu du champagne au nom de Gaston Guyot. 85, c'est Excuse-moi. une famille. Andy et Mademoiselle Bio nous ont rejoints, donc je leur fais un petit coucou. Donc, dans les années 85, c'est mes parents qui ont repris le pressoir de mes grands-parents et ils ont également vendu leur bouteille à leur nom. Et moi, je suis arrivé en 2004 où je me suis installé auprès de mes parents, j'ai repris le domaine. Donc, à chacun, on a tous vendu sous notre propre nom. C'est que mon grand-père a vendu sous le nom de Gaston Guyot, mon père sous le nom de Patrice Guyot et moi, j'ai repris à mon nom Cédric Guyot. Voilà, mais ça Et reste en bien. plus, donc très tôt, puisque dans ces années, il y a pas mal de terres qui ont été ouvertes à l'appellation pendant les années 60 et puis après pendant les années 80. Tout à fait. Et donc, vous faites partie d'une famille qui a quand même travaillé leur champagne et vendu leur champagne assez tôt dans le secteur. Ouais, tout à fait. Alors, on a commencé en coopérative Hmm. pour commencer tranquillement, et puis donc on s'est mis à faire nos propres bouteilles petit à petit, une fois qu'on a eu le pressoir et tout ce qui s'en suivait. Voilà, petite histoire qui va bien. On a eu trois sortes de pressoirs. On a commencé avec un simple tocard traditionnel. Après, on a le fameux Vasselin qui était un petit peu partout en Champagne. Et quand on a appris que au niveau qualitatif, ça pouvait pas être forcément le meilleur, on s'est mis avec un traditionnel, enfin, non, pas un traditionnel, pardon, un pneumatique à la verticale. Voilà, en D'accord, donc 8000 kg. tu nous as dit effectivement que tu avais des vignes sur Fontaine-Denis-Nuisy et Oui, les crues aux alentours. Donc nous sommes entre guillemets un peu dans presque le sud du Cézanne, hein. c'est Euh, ça. alors Super champagne. voilà, donc pour faire un petit point avant de parler de Fontaine-Denis, on rappellera donc la partie terroir du Cézanne. Donc le Cézanne, imaginez un grand S. En haut du S, vous avez donc un creux qui est là où vous trouvez le vignoble de Cézanne. Et puis ensuite, vous allez suivre la côte du S, justement. Et là où ça fait un bon moment, voilà, d'autres personnes nous rejoignent, hein. Alors, FBF 818 nous a rejoint. Bonjour. Voilà, un grand suivant. Et donc, ça fait un grand S. Et là où on descend vers le S, donc vous avez Fontaine-Denis-Nuisy. En fait, la particularité de ce cru-là, c'est qu'il est situé sur un bon moment de la côte. Parce que quand la côte de l'Île-de-France s'est créée, elle a subi des oscillations, des ondulations. Et Fontaine-Denis-Nuisy se situe sur un bombement, ce qui a d'ailleurs accentué son érosion. Et si vous zoomez sur le village forme un E majuscule. Et les barres du E, donc les trois barres du E forment un peu des lignes de crête, dont celle du nord a bien résisté à l'érosion, les deux autres un petit peu moins. Et sur le cru, on va trouver donc sur la côte le talus, bien sûr la craie blanche un peu fracturée, hein, sur le secteur. Juste au-dessus, donc veine d'argile, donc du sparnacien, le cuisien avec les sables et des grès. Et juste au-dessus, donc sous une couche d'argile, vous allez trouver des blocs de meulière, donc ces pierres un peu caverneuses, hein, très siliceuses. Et sachez qu'au cours des épisodes de gel, dégel, au cours du quaternaire, eh bien, on a beaucoup d'éclats, de morceaux de pierre meulière et également des morceaux de grès que l'on va retrouver, hein, de manière caillouteuse, ce qu'on appelle les éboulis, qu'on va retrouver liés avec du sable, des sables argileux ou plus d'argile, notamment dans les creux des dépressions, donc entre les barres du E. Et ce qui va donner notamment eh bien, des belles nuances de terroir, d'exposition également à ce cru, puisque sur les veines de craie, on va retrouver le côté très franc des vins, donc avec notamment des chardonnays très tendus sur les agrumes. Et lorsqu'on va avoir des nuances un petit peu de sable roux, on va commencer à titiller un peu le côté exotique, notamment le côté un peu fruit de la passion, ananas, etc. En dehors de l'aspect exposition, hein, qui est favorable, hein, puisque l'exposition de Fontaine-Denis-Nuisy, c'est est-nord-est surtout, hein. Et justement, avec d'autres types de sous-sols, des sols bruns beaucoup plus profonds, où l'on va pouvoir aller chercher beaucoup de complexes aromatiques, des précurseurs aromatiques, notamment sur les pinots noirs, qui vont donner ici des vins d'une race exceptionnelle. On oublie très souvent que le Cézanne a de très bons pinots noirs.
on n'en parle pas assez. Et Fontaine-Denis justement, a, je crois, 67% de Chardonnay et 32% Pinot Noir. Et on le sait très très peu, mais c'est vraiment des Pinots Noirs très qualitatifs avec lesquels vous faites des très jolis vins. Exactement, ouais. Des vins avec des bons arômes et tout ce qui va bien. Donc effectivement, par expérience, j'ai eu l'occasion de déguster beaucoup de Pinot Noir, soit en 100% ou soit en assemblage sur les différents crus du Cézanne. Et je pense que certains chefs de cave ou certains vignerons peuvent être bien inspirés justement de faire des cuvées comme toi tu le fais, que l'on va présenter dans quelques instants. Un Ivray nous a rejoint, voilà, de Paris, ou d'ailleurs, parce que je sais qu'il voyage un peu. Et voilà, donc nous sommes sur un cru, effectivement, le Cézanne a pour, on va dire, a pour, euh, pas habitude, mais de donner des vins généralement qui s'ouvrent très facilement, avec un côté exotique souvent dû aux expositions favorables. Mais sachez que ces notes sableaux, entre guillemets, graiseuses, favorisent justement dans les raisins, que ce soit le pinot noir, le meunier ou le chardonnay, ces notes exotiques. Hein, et notamment toutes ces notes un peu mandarines, clémentines, qui sont très très appréciées, notamment lorsqu'on veut déguster les vins au moment de l'apéritif ou sur des poissons, des Saint-Jacques. C'est absolument une merveille. Hein. Sur des zéro dosage où on peut vraiment s'éclater, quoi. Voilà, Champagne Paquet nous a rejoint, Outoran nous a rejoint. Coucou à tous. Alors je rappelle que nous sommes Bonjour. avec Cédric Guyot, donc du Champagne éponyme, hein, situé à Fontaine-Denis-Nuisy dans le Cézanne, dans la côte de Cézanne. Donc un magnifique terroir de Champagne qui parfois peut être mal connu. Hein. Je sais que maintenant vous faites beaucoup d'initiatives. Tiens, parle-nous un peu des initiatives que vous faites au sein du Cézanne. Alors oui, on a réussi à créer quand même une association qui s'appelle Secret, pour la petite particularité de la craie du Cézanne, avec le petit jeu de mots sympathique, puisque effectivement on est quand même encore un petit secteur qui, je trouve, manque un petit peu de connaissances. On aurait bien besoin d'être un petit peu plus connu et on a autant de mérite que tous les autres. Donc on s'est dit, ben, on va essayer d'un petit peu de parler de nous, et donc on est 11 vignerons dans l'association Secret et on communique, voilà, ensemble. On s'entend tous très bien, on est tous dans le même état d'esprit sur l'environnement, faire attention. D'ailleurs, notre cahier des charges de l'exploitation de l'association est quand même assez porté sur voilà, il faut quand même respecter la nature. Ok. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais dans les vignes, par exemple? Oui, donc là, moi, je suis sur de la taille, la taille en comment dire, en cordon de Roya, principalement sur les pinots et en taille chablis sur les chardonnays. Je fais des essais de cordon de Roya sur le chardonnay également. Je suis en viticulture durable en Champagne et également HVE. Voilà, je suis labellisé sur les deux. Ma petite particularité peut-être à dire, c'est que j'essaye l'enherbement à 100% dans les parcelles. Voilà, donc avec de la tonte en intercept. Voilà, c'est vraiment, je suis sur des effets, je suis sur ma deuxième année, je vais attaquer ma troisième année. Je commence à voir un petit peu les effets des vignes en plein, enherbées en plein, les avantages, les inconvénients. Voilà, c'est très très intéressant. J'ai même fait un petit peu sur une parcelle, par exemple d'1 hectare, je vais avoir fait vraiment euh, euh, un quart en herbement en plein, un quart avec enherbement un rang sur deux et des écorces. Je vais faire un autre quart où c'est que je vais travailler le sol un rang sur deux et mettre de l'herbe un rang sur deux. Et on voit vraiment des grosses différences, que ce soit sur la vendange, sur le feuillage, sur la façon de pousser de la vigne. Hmm. Ça permet Alors nous avons une question de Anne Boutour, certainement. Donc justement, est-ce que ces essais sont homologués sur le chardonnay, notamment la taille en cordon? Ah oui, oui, c'est autorisé depuis quelques Et années, qu'est-ce que tu effectivement. Moi, recherches derrière? tu m'entends? Oui, oui. Et on a une deuxième question, justement, pourquoi cette taille-là et qu'est-ce que tu recherches derrière? Eh ben, j'ai remarqué que sur mes pinots, ça me permettait de limiter fortement les rendements et de concentrer au niveau des grappes. Et je me suis dit, avec comme tu as expliqué si bien notre terroir, l'expression de notre terroir, je voudrais voir ce que ça donne sur un cordon avec du chardonnay.
une concentration. Voilà, je fais des essais. Et bon, je vais vraiment avoir des résultats sur cette prochaine vendange. Je vais pouvoir voir réellement D'accord. ce que ça donne et comparer. Effectivement, c'est intéressant, j'en avais déjà parlé, hein. Enfin, j'en avais déjà entendu parler justement de certains vignerons, même dans la Côte des Blancs, hein, qui font des essais comme ça de tailles différentes, euh, de manière. Ah, Champagne Legré qui nous rejoint. Bonjour à vous du côté de Talus-Saint-Prix. Et Bonjour. effectivement, je sais qu'il y a pas mal d'essais aujourd'hui. Les vignerons, et tu le montres encore, hein, font des essais, non pas pour faire des essais, mais pour comprendre aussi et pour essayer d'augmenter l'aspect qualitatif des vins en fonction également du changement climatique, hein. Puisque, Paul nous rejoint également, Champagne, la Falice Froissart. Bienvenue. Donc effectivement, on voit que les choses évoluent énormément. Et moi, pour faire analyser beaucoup de fausses pédologiques, effectivement, le fait de faire plonger ne serait-ce juste ces vignes permet déjà d'avoir beaucoup plus de précision aromatique et de fraîcheur d'ensemble qui n'est pas forcément liée à l'acidité. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant justement au regard de l'évolution climatique. Champagne Gimonet, Pierre Gimonet, euh, merci de nous rejoindre. Alors, je rappelle que nous sommes avec Cédric Guyot du Champagne, Cédric Guyot, installé à Fontaine-Denis-Nuisy, donc dans la côte de Cézanne. Alors, nous avons déjà évoqué le terroir de Fontaine-Denis-Nuisy. Donc, je rappelle justement ces deux éléments, trois crêtes de craie, dont celles du sud qui sont érodées et qui sont surmontées par des sols bruns calcaires riches notamment en colluvions, en éboulis de sable, de grès et de pierre meulière, donc de silex également, hein, qui vont nuancer bien sûr l'expression des vins. Tout l'aspect un peu sable roux, grès vont amener un côté un peu exotique sur les cépages en termes de précurseurs aromatiques, tandis que l'aspect plus meulière silex va développer bien sûr les notes un peu fumées, un métal, feu entre guillemets, et les notes épicées notamment au vieillissement des vins. Donc toutes ces nuances-là, effectivement, participent de manière locale sur les parcelles à avoir des typicités, soit révélées par du parcellaire, ou soit justement complémentées par l'assemblage. Et ça, c'est très intéressant justement de bien connaître son terroir pour s'amuser un peu avec tout ça, hein. Hein. Exactement. Hein. On s'éclate avec tout ça. Ok, alors est-ce que tu peux nous dire justement d'où vient cette cuvée séduction? Alors moi je la connais un petit peu parce que j'ai eu l'occasion de la déguster quelques fois. Justement, parler du pinot noir dans le Cézanais, la qualité des pinots noirs dans le Cézanais. Bien évidemment, celles et ceux qui sont en face de nous, qui nous rejoignent, ne pourront pas déguster forcément cette cuvée, mais je les encourage à venir te voir et à la déguster car c'est vraiment une cuvée magnifique et ça montre à quel point le pinot bien travaillé et récolté à maturité dans ton secteur fait des choses vraiment merveilleuses. Ouais, très Je te très laisse te apprécié. présenter ce pinot noir. Oui, donc là, on est sur une cuvée où je suis en 100% pinot noir. C'est un rosé de saignée, et simplement de saignée, avec aucun assemblage. On est sur deux parcelles situées sur Bouchy, le lieu-dit Bouchy sur Fontaine-Denis et le lieu-dit Les Grands Puits sur La Celle au Chantemerle. Voilà, ce sont deux terroirs qui se ressemblent assez sensiblement. Et c'est également deux parcelles où j'ai des faibles rendements. Donc je vais avoir une bonne concentration et je vais pouvoir avoir un fruité qui, voilà, c'est de là que vient le fruité que je ressors de là. Après, on est sur un remontage à la pompe 2 fois par jour, le matin et le soir. Et comme on le sait, pour un rosé de saignée, ça va être vraiment à l'appréciation avant chaque remontage qu'on va tirer le jus pour en faire le rosé. Voilà, moi c'est vraiment sur de la petite cuvaison, c'est entre 700 et 1500 bouteilles l'année où ça va me parler quoi. Si les pinots ne me parlent pas, je vais pas en faire. C'est vraiment, enfin c'est sélectif. Anne Voilà, c'est Bouton nous pas. dit Anne Bouton nous dit qu'elle a déjà dégusté ton rosé de saignée lors d'un dîner à Cormez-et-Vins. Donc c'est magnifique, hein. Parce Bah qu'effectivement, oui, on en parlera au cours de la dégustation, mais c'est une cuvée bien sûr de plaisir, mais c'est une cuvée éminemment gastronomique, hein. tout à Et fait. on verra bien sûr à l'entrée de l'été là, qui est déjà très chaud, Ouais. justement comment on va pouvoir le magnifier, et comment lui va magnifier également les plats que nous aurons devinés.
ou en tout cas que le champagne nous aura inspiré. Alors tu nous dis que, donc bien sûr, le temps de macération dépend de l'année, hein, bien évidemment. Celui que nous allons déguster est issu de quelle base de récolte? Là, on est sur une récolte de 2016. Donc récolte 2016, hein, donc très belle maturité en plus. Ouais. Et sur cette récolte-là, donc tu as fait une macération de combien de temps? Combien d'heures? Alors là, on était sur une macération de 2 jours. Exactement. Sur deux Ça a jours. été Hein. assez rapide. J'ai connu plus rapide, mais c'était quand même assez Ouais. rapide. Ok, bah écoute, je te propose de sortir la bouteille. Moi, je l'ai à côté de moi. Je vais la Ouais. montrer face caméra. Déjà pour vous montrer un peu la couleur. Alors, je me suis habillé en rouge hein, exprès, justement pour vous montrer un peu cette cuvée qui s'appelle donc Séduction. C'est Cédric qui élabore deux rosés, hein, un rosé d'assemblage et donc ce rosé un peu plus rare, hein, 1500 bouteilles comme il l'a dit à l'instant, avec ah ben tiens, on est déjà sur une viande rouge, hein, sur des Oui, pourquoi propositions. pas. Donc, Oui, oui. hein. J'ai pas Bon, entendu, excuse-moi. non, non, je sais pas si tu peux lire les commentaires au fur et à mesure. Oui, j'arrive à les lire, tout à fait. D'accord, ok. Alors, donc je vous propose de passer à la dégustation du champagne. Donc c'est un champagne que tu laisses sur latte combien de temps? 2 ans et demi. Voilà, j'aime pas trop prolonger parce qu'on va perdre le fruité et c'est pas le but. Oui, hein, c'est vrai qu'il faut dire à nos amis qu'effectivement les rosés issus de macération ou de saignée sont des champagnes dont la couleur va évoluer rapidement dans le temps. Donc pour éviter ces désagréments et pouvoir avoir un fruit frais, pulpeux, juteux, tel qu'il est voulu par le vigneron, effectivement, généralement, on vous conseille de pas trop les garder, non pas que ce sera pas bon, mais que les choses vont évoluer et que le champagne aura peut-être perdu de son éclat fruité euh, Ouais. après plus d'années, entre guillemets, passées en cave. Et, euh, et ça ne servira à rien en plus. Donc, Non, on va perdre ce qu'on a, toute la qualité qu'on a et le fruité. Ça sera pas mauvais, mais ça sera plus à son apogée, quoi. voilà. Alors, je vais montrer justement le versement pour avoir cette belle couleur d'été, entre guillemets, qui se joint à nous. Hein. Voilà. Et c'est presque aussi rouge que mon maillot. Hein. Mais c'est un jeu de lumière, en fait. Hein. Oui, c'est assez Voilà. foncé. Ça peut être parfois même un peu déroutant. Voilà, je vous montre ce beau ciel étoilé de bulles. Hein. On ne regarde jamais le champagne par en dessous. Et moi, j'aime bien au moment du versement, on a un joli ciel de bulles comme ça. Et quand il est éclairé Ouais. par ce côté rouge rubis, hein, c'est un plaisir visuel hein, dont on ne se lasse pas. Hein. Alors pour répondre à la petite question, effectivement, si on attend pour le boire un certain nombre de temps, à la fin, les rosés peuvent se tuiler et ils perdent un petit peu cette belle couleur très attractive pour partir sur un tuilé. Voilà, pour la question. Alors souvent, en dégustation de rosé comme ça, assez soutenu, on nous demande, bah, c'est pratiquement rouge. En fait, non, le champagne, il n'est pas rouge. On est sur des tonalités qui sont un peu rose cerise ou rose framboise ou rose fraise avec la macération. Par contre, on peut avoir des éclats, des reflets, donc vraiment partant du fond du verre, qui eux, par contre, ont des tonalités rouge rubis. Hein. Et c'est ça justement qui amène ce côté lumineux et qui nous enchante un petit peu le coin de l'œil, hein, notamment par son éclat. Mais la couleur de base, elle n'est pas rouge. Hein. Si Non, on faisait non, non, c'est pas du tout voilà, rouge. en Champagne, on n'a pas le droit de faire du champagne rouge. Et heureusement, depuis quelques années maintenant, on nous autorise à faire des champagnes de macération, car Oui, sachez-le, hein, il y a encore quelques années, notamment certains agréments ne passaient pas hein, à cause de la ça ne couleur. passait pas, ouais. Voilà, non pas parce que le champagne était trop coloré, c'est parce que les gens ne considéraient pas que c'était du champagne. Alors que dans la Côte des Exactement, Bas, on fait ça depuis très longtemps déjà. Hein. c'est ça. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, et heureusement, on va dire pas la mode, mais les vignerons s'amusent à en faire de manière un peu plus rapprochée des secteurs plus connus comme Épernay ou Reims. Hein. Mais c'était Exactement. c'était un combat. Hein. Alors, je vous propose déjà avant de peut-être l'analyser un peu plus, déjà de le goûter. Hein. Donc, Marion et Léra de 202 nous ont rejoints.
Alors, Salut nous avons Marion. présenté donc Cédric Guyot de Fontaine de Ninuizy, donc vigneron indépendant de Champagne, dans le Cézanne, qui nous présente donc ce soir au live sa cuvée Séduction, donc un joli rosé de saignée, très profond, issu de récolte 2016, donc avec une très belle maturité, hein, des faibles rendements, donc des vignes très sélectionnées pour faire ce type de produit. On le rappellera jamais assez également, hein. Et donc, allons-y, hein, à la bonne vôtre. À santé à À toutes la et à tous, vôtre. comme on dit en Champagne. Voilà. Donc là, j'ai l'impression d'avoir croqué dans, croqué dans un multifruit rouge, multifruit noir. C'est vraiment une pureté de fruits, ce vin, c'est impressionnant, hein. Santé, Marion. Alors effectivement, lorsque vous prenez ce vin, ben, c'est sûr qu'on ne le met pas à la lumière parce qu'on peut avoir des mauvais goûts. Par contre, imaginez déjà vers, il est quelle heure là? Presque 19h. 19h, vous êtes sous le parasol, vous vous engagez vers un apéritif dînatoire, voire même éventuellement des grillades de la plancha et autres. On arrive un peu à une mode presque un peu espagnole, hein, barcelonaise, d'aller faire Oui. d'aller déguster quelques tapas vers 22h30, vers 23h, 24h, 1h du matin. Et là, ce type de champagne permet justement d'accompagner vos tapas salés et sucrés tout au long de votre dégustation. Donc le pinot noir sur ce secteur, hein, bien sûr, on a ce côté cerise, fraise des bois, ce côté cassis très très pur, hein. Donc on est vraiment sur un cassis frais très concentré. Et puis cette note de cerise, on a l'impression que vous avez mis des cerises, Ouais. faire un verger de cerises, hein, mais des cerises bien pulpeuses. Vous voyez, quand vous croquez, vous avez du jus qui sort, vous voyez. On est vraiment dans le côté juteux du fruit. Ouais. C'est-à-dire C'est que à la vraiment fois au sympa. nez et à la fois en bouche, on a l'impression d'avoir vraiment un rendu fruité, frais, pulpeux. Et ça c'est vraiment très agréable en dégustation, hein. C'est ce qu'on appelle la précision, hein. C'est ça. Donc là, on est sur un vin où on a fait on n'a pas fait la fermentation malolactique. Pour pouvoir bien compenser le fruité qui est quand même très intense. Donc j'avais choisi de pas faire et du coup on obtient quand même un bon équilibre et on garde quand même suffisamment d'acidité. Ah, c'est une merveille, hein. C'est une Merci, c'est merveille. gentil. Alors, en bouche, effectivement, on a bien ce côté velouté de fruits, hein. Alors, quand je dis velouté, c'est que vous avez à la fois une caresse du fruit, du côté pulpeux, et puis quelques petites aspérités, hein. Alors, on n'est pas sur du tanin, mais on a quand même quelques petites aspérités qui sont présentes. Ce côté un peu orange sanguine, hein, amené justement par ces sables et ces grès, en tout cas par la fraîcheur, hein, amené également Oui. par cet aspect crayeux, sable et grès éventuellement. Et puis derrière, cet aspect un peu cassis, hein, où là on est un peu plus dans l'aspect plus riche, entre guillemets, et un peu plus charpenté du pinot. Mais dans aucun cas on ressent ce côté vineux, charpenté. On Ouais, reste ouais, dans un côté vraiment pas. très aérien, frais, élégant, juteux. Moi, j'imagine, juste un apéritif comme ça, j'ai un maillot, oui, j'ai un drapeau italien. Je voulais acheter avec un drapeau français, j'ai un drapeau italien, mais c'est pas grave, parce que je salue Fabrice Gour du consortium du Ouais. Parmesan et du Jourbon de Parme avec lesquels j'ai l'occasion de travailler. Et là, j'imagine bien quelques chiffonnades de jambon de Parme un peu affinées, hein, pas forcément du 8 mois ou du 9 mois, mais déjà de partir sur du 15, 25, 30 mois d'affinage, Ouais. juste en chiffonnade comme ça. Après, imaginez la tomate. La tomate, les poivrons, donc plutôt sur la Ouais. fraîcheur, hein. Donc on va Ouais. se faire des petites tomates cerises, vous voyez, un peu sucrées, bien mûres. On va les farcir un petit fromage fouetté à l'origan, tout simplement, hein. Et puis pourquoi pas quelques petits morceaux de chorizo doux. On referme la tomate et on se fait comme ça en snacking avec le champagne. Regardez, hein. C'est magnifique. On a des belles fraises. Juste un petit mot pour les fraises. Vous savez que souvent dans les magazines, on vous met des fraises dans le champagne et on vous les donne à manger comme ça en morceaux. Faites le test chez vous, vous prenez 2 cuillères. Dans la première cuillère, vous mettez une fraise entière ou coupée en deux. Et dans l'autre cuillère, vous mettez une fraise coupée en petits morceaux. Vous dégustez, vous mâchez les deux et vous testez avec votre champagne en même temps, avant d'avaler et de recracher. Et vous allez voir que la fraise qui est coupée en morceaux, c'est exceptionnel avec ce type de champagne.
Tout ça pour dire il faut quand même un peu travailler les éléments quelquefois, hein. En tout cas bien mâcher pour pouvoir introduire les bulles et la fraîcheur du champagne. Bon, après, on parlait de viande juteuse, effectivement, hein. Ici, imaginez à la plancha où vous marinez un petit peu, alors peut-être pas la côte de bœuf, mais moi ici je pars plutôt sur un filet de bœuf pour le côté bien tendre, hein. Filet de bœuf, filet de canard, et on va le cuire bien sûr grillé. Par contre, on va laisser le cœur bien juteux, bien rosé. Oui, Et là, on est complètement dedans, hein. Vous coupez des tout petits morceaux, hein, vous slicez bien votre viande pour le champagne, hein. On n'est pas sur du rouge, hein. On n'est pas sur du vin rouge. Donc le champagne, il faut beaucoup de délicatesse. On slice bien notre viande pour la proposer à ses convives. Et là, vous vivez un moment absolument exemplaire. Est-ce que tu as déjà testé ce champagne à table? oui, 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 bien sûr. À table avec de la viande, des bonnes viandes rouges, comme tu dis, Ouais. c'est exceptionnel, effectivement. Moi. J'adore. Oui, non, mais voilà, on est complètement dedans, hein. Le côté, alors la côte de bœuf peut-être pas, quoique, hein, si elle est vraiment très fine et délicate. Bon, dans tous les cas, bien slicée au service pour mettre en valeur le champagne. Pourquoi pas faire une petite sauce à Ludovic nous rejoint. Ah, justement, on est en cuisine là, ça y est. Impeccable. Voilà, donc avec notre viande, pourquoi pas faire une petite réduction de fruits rouges, tu vois, délayé avec un petit peu de crème, un peu de vinaigre de framboise, et on est dedans là, hein. Prendre une petite sauce justement fruitée, aérienne, juteuse, et toujours dans le soleil, hein, parce que c'est vraiment une cuvée qui n'est pas généreuse dans le sens œnologique, hein, dans le sens alcool, mais qui est très généreuse en termes de fruits et de précision de Ouais, fruits. Et c'est ça qui est très élégant. Et une fois que vous avez aéré votre champagne, vous avez ces notes vous savez, les belles roses, les belles roses capiteuses, on appelle ça les roses poéma. En plus, c'est très joli, le terme. Des roses, des roses poéma qui sont capiteuses, enivrantes. On commence à être un peu sur ces notes-là. Et par expérience, que ce soit en Champagne ou en Bourgogne, quand le pinot noir exprime ces notes de rose poéma, le pinot noir se sent bien. c'est ça. Et il est bien exprimé. Donc ça veut dire, enfin tout est dit là. C'est que le vigneron a fait son travail, nous l'a bien interprété et nous le rend bien dans le verre, hein. Ça, je dis pas ça parce que tu es là, hein. Bah non. Voilà. On le dira facilement également, hein. J'ai l'habitude de le dire assez souvent d'ailleurs, hein, de faire cet écho justement. C'est notre floral qui amène beaucoup d'élégance et qui nous permet justement de continuer plus tard dans la soirée. Pourquoi pas avec des fromages de chèvre, tu vois. Des fromages de chèvre agrémentés de quelques herbes aromatiques, tu vois, différentes tonalités. Ça peut être très intéressant. Et puis finir, voilà, sur des fruits, sur des tiramisu au biscuit rose de Reims, avec un mascarpone très aéré au blanc en neige, tu vois, juste un peu délayé, aux fraises. Voilà. Pourtant, on est à quel dosage sur le champagne? On est à 9 grammes de dosage. Ouais. Donc on suit bien la gourmandise, hein. Oui. Il y a pas de sensation de sucrosité, hein. Tout est on va dire dans la virgule de fin de bouche, hein. On est normalement, on est sur un bon équilibre. Ouais, c'est absolument merveilleux, hein. Alors je sais qu'en face, vous pouvez pas forcément. Alors pivoine, oui, voilà, alors, on n'est pas encore sur le côté violette, hein. Souvent quand on est à la violette, la pivoine ne suit pas loin, mais effectivement, hein, je pense que ces notes-là vont se relayer entre guillemets dans le temps, hein. Sachant qu'il faut quand même boire ce champagne très rapidement, hein. Oui, il Alors faut il pas me le reste garder. 2-3 minutes. Bon, je fais exprès de tenir, mais j'ai du mal à tenir. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'attends qu'une chose, c'est d'aller manger maintenant avec tout ce que tu nous as dit. Ah oui, non, mais c'est le champagne qui inspire, hein, on le dira jamais assez, hein, hein. C'est ça. Dégustez votre champagne, achetez un carton, deux cartons, trois cartons, ouvrez une bouteille et voyez avec quoi vous pouvez l'agrémenter pour faire plaisir à vos convives. Alors, le champagne à table, notamment ce champagne-là, l'apéritif avec des petites tapas, je vous l'ai dit, hein, les pastillas, etc. Enfin, bon, au poivron, jouer les poivrons, jouer la tomate, jouer les jambons crus, c'est une base entre guillemets, hein. Jouer le chorizo doux aussi, je dis bien chorizo doux, hein, et pas piquant. Ouais. Parce que plus on va dans le piquant, plus il faut mettre de sucre dans le champagne et c'est pas le but, hein. Bah non. L'idée c'est de travailler un champagne comme ça sur l'équilibre avec un fruité venant vraiment entre guillemets de la maturité du raisin et pas supplémenté par le sucre, hein.
Vous voyez, je deviens tout rouge, mon maillot il devient rouge. Moi, je deviens rouge. Là, on est en train de prendre des bonnes choses, hein. Hein, le côté argileux pour le teint, c'est très bon. Et la craie le sable pour les os, c'est très bon aussi, hein. Donc le champagne se boit avec modération, mais sachez que les 88% de choses qui ne sont pas bonnes pour le champagne, enfin, les 88% de choses qui restent dans le champagne à part l'alcool, notamment pour ce type de champagne, je pense qu'ils font du bien à la santé et notamment au moral, hein. Et le Ouais, champagne, c'est vraiment non pas une boisson, moi je ne considère pas que c'est une boisson, c'est vraiment un outil pour unir les hommes et les femmes, en tout cas un joli c'est vecteur ça. d'humanité. Et là, on est en pleine saison, on a besoin d'humanité, on a besoin de se retrouver, et ce champagne était vraiment Ouais. un point d'union, entre guillemets, bien trouvé, hein. Il faut se faire plaisir. Voilà. Bah, écoute, je te laisse le dernier mot avant de conclure. Oui. Bah écoute, c'est toujours un plaisir de passer un petit moment avec toi. Voilà, on apprend toujours quelque chose à chaque fois qu'on se rencontre. J'apprends toujours quelque chose. Et je suis vraiment ravi d'avoir fait cette dégustation. Et puis j'espère que toutes les personnes qui nous ont suivis, voilà, seront ravis également. Voilà. Un grand Merci à merci à toi, toi, Geoffrey. Cédric, pour ce partage, hein, c'était vraiment un grand plaisir. Un médicament pour l'âme, effectivement, hein. Et sachez qu'en d'autres temps, un jour je vais le mettre sur mon Instagram, je vais mettre un facsimilé d'une commande de l'armée française, de l'état-major français, de Champagne, dans la colonne médicaments. C'est un facsimilé que j'ai retrouvé. Alors bien sûr, les temps ont changé, hein, mais voilà. Il ne faut pas oublier que le champagne, quand même, fait du bien à dose respectable. Voilà. Ok, Exactement. ben, merci à toi, Cédric. Merci à vous Merci tous beaucoup. qui avez suivi ce live Instagram, le cinquième donc, des champagnes indépendants. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre live, donc un autre vigneron, un autre terroir, une autre cuvée. Merci, merci Marion, merci à tous. Et puis, bah, vive la Champagne, vive le Cézanne. Hein, merci à toi Cédric. On n'a pas dit à quel prix Merci sortait beaucoup. la cuvée chez toi. On peut acheter la Alors cuvée elle est à une fois 25 et à euros. quel prix? 25 euros. 25 € et on la trouve chez toi ou sinon on peut la trouver où? Elle est vendue à peu près partout. J'ai des dépôts, une quinzaine de dépôts en France, éparpillés en France. Voilà, et on peut la trouver également aux États-Unis et puis bientôt en Italie. D'accord, donc en fait, si vous voulez acheter cette cuvée, bah, appelez Cédric, hein, en plus c'est quelqu'un de très sympa. Vous verrez, il vous donnera l'adresse des dépôts. On n'oublie jamais de donner effectivement ce type d'informations. Il faut toujours appeler le vigneron. On trouvera toujours un moyen, en tout cas, de boire son champagne. Exactement. Ok, bah merci à toi Cédric. À Merci bientôt beaucoup. et à bientôt À à la toutes et à prochaine. tous. Merci beaucoup et vive la Champagne. Bonne soirée à tous. Bonne Au soirée. revoir.